Je m'appelle Franck Lecrenet, je suis photographe et je vais vous expliquer comment je réalise des créations numériques avec l'aide de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle nous permet d'explorer, en fait, pour aller plus loin. C'est-à-dire qu'on a tous un temps limité, en fait, d'exploration dans notre vie, quoi. Et l'intelligence artificielle nous permet de découvrir plein de nouveaux paysages, plein de nouveaux sujets. J'explore, mais je me laisse souvent un peu porter, si tu veux. C'est-à-dire que toutes mes explorations, je me laisse guider. Je commence, je recommence. Enfin, c'est ça aussi un petit peu l'intelligence artificielle aujourd'hui. On obtient immédiatement, très très vite, un résultat avec l'intelligence artificielle. Mais où ça devient intéressant, c'est quand on commence un petit peu à sentir qu'on prend un petit peu le contrôle des choses. C'est-à-dire qu'on va commencer à maîtriser nos sujets, maîtriser notre lumière, maîtriser nos cadrages, maîtriser nos compositions, maîtriser nos paramètres techniques qu'on utilise en photographie. Là, ça commence à être intéressant. Et là, du coup, tu rassures énormément de photographes parce que le savoir-faire demeure. Finalement, c'est l'outil qui change. Oui, tout à fait. Moi, je vois dans tous mes prompts, qui sont les mots, les textes qu'on utilise pour créer des images en intelligence artificielle, j'utilise directement des paramètres techniques de la photographie. J'ai besoin de comprendre, notamment l'offre logicielle. Il me semble qu'il y a des logiciels où on code, c'est ce que tu appelais du prompt. Il y en a d'autres, en fait, où on travaille en intention de rendu et plutôt sur des résultats. Explique-moi tout ça. En fait, actuellement, on ne peut pas dire que les choses sont clairement établies avec des logiciels simples d'accès. Pour l'instant, la plupart donc, des moteurs, il y a 3 moteurs principaux, DALL-E, Stable Diffusion, Midjourney, qui sont des moteurs très connus. Certains, on y accède par des abonnements, d'autres, on accède en achetant des crédits, et puis d'autres, comme Stable Diffusion, peuvent être totalement gratuits, puisque c'est de l'open source, et on fait ce qu'on veut, quoi. Ouais. Chacune de ces images, c'est quel temps de travail à peu près? En fait, le temps, c'est pas forcément excessivement long. Le plus long, c'est de trouver les bons prompts, la bonne suite de mots, en fait, qui va aller. Et donc, voilà, une fois que tu commences à cerner le truc qui va bien, après, voilà, tu génères plein d'images, tu tries. Plusieurs créations numériques qu'ensuite tu assembles à ton goût? Non. C'est pas une seule création, alors, ça. Pour certaines, il m'arrive de reprendre de l'une sur l'autre, effectivement. De faire de l'association de voilà. Prompts. Donc, l'IA fait beaucoup d'erreurs encore sur les créations de mains, par exemple. Donc, il m'arrive souvent de retoucher les mains, voire éventuellement prendre les mains de ma femme en photo dans des situations, voilà, pour les reprendre, voilà. Donc, du coup, tu utilises quoi comme logiciel? Alors, en fait, au niveau de l'IA, j'ai essayé un petit peu tous les grands acteurs du marché actuellement, quoi. Ah, vas-y, montre-moi. J'ai par exemple utilisé. Moi, je connais bien DALL-E. DALL-E, ouais. Parce que c'est le plus simple, le plus accessible. DALL-E, tout à fait, ouais. J'ai su que c'était un abonnement, une interface simple. Voilà. Donc DALL-E, en fait, t'achètes des crédits d'image, en quelque sorte. Et tu vois, t'as une interface qui est très très épurée. Donc c'est assez facile à prendre en main. Après, on se fait une petite création là-dessus pour voir ce que ça donne. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Ouais. Donc là, le secret, c'est de taper en anglais. Ou de taper en français et de traduire derrière. Ça commence à fonctionner un peu en français, mais c'est moins précis. Ça va s'améliorer, je pense. Mais ça commence un petit peu à fonctionner en français. Mais si tu veux en tirer toute la quintessence, on va y aller en anglais. Voilà. Allez, vas-y. Allez. Pour ceux qui sont pas à l'aise en anglais, il y a tous les traducteurs qui fonctionnent bien. Allez, on va mettre un chat avec des écouteurs sur Mars. Allez, voilà, juste pour le fun. Ouais, juste quelque chose de pas du tout réalistique. Ouais, voilà. Et donc là, le modèle économique, une fois que tu achètes des crédits, c'est sur la taille de la photo que tu télécharges. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, selon la taille de ton image que tu vas télécharger, ça va utiliser plus ou moins de crédits. Ouais, c'est ça. Ouais. Pardon. Et sachant que là, par contre, c'est sous abonnement, tu es connecté, donc le logiciel travaille sur son serveur à distance. C'est ça, ouais, donc, c'est une requête qui part et il te rapatrie l'image une fois qu'elle est chargée. Ça. Ouais, tu fais bosser des ordinateurs distants, quoi. C'est directement derrière. Voilà. Ouais, par contre, là-dessus, tu es sur un rendu qui est pas du tout photoréaliste. Ouais, voilà, on n'est pas du tout sur un rendu photoréaliste, tout simplement parce que je n'ai pas renseigné non plus l'outil. C'est-à-dire que plus tu vas lui donner d'informations, plus tu vas être réaliste.
D'accord. Par exemple, on peut rajouter tout simplement photo réalistique. Par exemple, on va relancer le calcul des images et on va voir la différence. Et tu me disais que la valeur ajoutée du photographe, c'est aussi de rajouter des points de vue, des angles, des types de focales. Ouais, tout à fait. C'est Moi, ce que l'on va développer un peu ouais, plus loin, ouais. on va en parler tout à l'heure, mais je travaille de plus en plus avec du choix photographique, c'est-à-dire que je vais expliquer ma lumière, mais je vais expliquer ma focale utilisée, mon ouverture utilisée pour générer une profondeur de champ, par exemple. Ok, donc là, on va un, deux, trois, on est un petit peu plus Voilà, on photoréaliste. est un petit peu plus photoréaliste. Ouais. Ok, donc Dali, plutôt, je débute, j'ai envie de découvrir l'intelligence artificielle, je m'amuse avec. Ouais. Quel autre logiciel t'as plaisir à utiliser? Alors, Stable Diffusion. Ouais. Stable Diffusion, c'est open source, donc c'est quelque chose que tu vas pouvoir trouver en ligne, mais que tu vas pouvoir également installer sur ton ordinateur. Ah, là, c'est un ordi qui travaille, Voilà, qui calcule. là, tu vois, c'est mon ordi qui calcule. Donc, effectivement, c'est un peu plus lent parce que j'utilise pas forcément une machine de guerre comme on a sur les services en ligne. Mais par contre, l'avantage de Stable Diffusion, c'est qu'on a vraiment une très très grande quantité de modules. C'est perpétuellement en évolution. Tu me montres? Ouais. Donc ici, tu vois, tu as des onglets en haut qui te permettent d'accéder à des fonctions différentes. Là, tu as le text to image. Donc, si je décode bien, on a deux façons de faire. Soit je suis comme le Morguer, j'ai pas d'image en tête, et dans mon prompt, je décris au maximum l'image que je souhaite créer. Ouais, c'est ça. Soit directement, je peux, à partir d'une image, enrichir et la recréer derrière. C'est ça. Ok. Je peux partir de l'image, effectivement, enrichir avec du texte et recréer donc une deuxième image. Okay. Donc tu peux partir par exemple d'un croquis, bon, on y va. D'une image, et puis générer une image. Voilà. On peut peut-être essayer là-dessus, puisque sur Dali, quand tu m'as montré le prompt pur, là, ça donne quoi avec un prompt additionnel à une image? Alors, très bien, j'ai pas prévu une image, mais on va aller la chercher. Non, on est en live. Petite coupure. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme image? On va prendre une image existante que j'ai déjà générée, par exemple. Allez, c'est là. Okay. Allez, voilà, une image du zèbre. On part du principe qu'on veut l'enrichir. On veut l'enrichir, voilà. Donc ici, on va rajouter un prompt. Alors toi, tes photorages, j'aimerais bien un prompt de lumière. C'est possible? Oui, par exemple... alors, woman. With zebra. Je suis trompé là, voilà. Donc on a vu le premier secret, c'est taper en anglais. Le deuxième secret, c'est des virgules qui permettent de séparer les ordres. Voilà, c'est ça. Si on fait bien. Là, je demande un fond rouge, par exemple. Et puis après, on va ajouter des paramètres photographiques. Par exemple, Nikon Z9. On va mettre 85 mm 1.2. Donc le fait de taper les focales, tu es plutôt à nous retravailler la perspective. Ouais, c'est ça. On va régler l'angle de champ. Et le fait de saisir un diaphragme pour la profondeur de champ. Directement, tu donnes des consignes photographiques. Voilà. Et puis en plus, je vais générer l'image. Voilà. Donc là, ça va demander un peu de temps. Parce qu'il y a des fonctions actuellement là qui sont en train d'arriver qui te permettent de recréer une forme dans la forme, en fait. D'accord. Donc là, l'image, elle a fini de charger. Voilà. A priori, on n'a pas si bien décrit le fond, puisque c'est pas le fond qui est rouge, mais c'est la tenue qui est rouge. Ouais, tout à fait. Après, voilà, là, j'ai un prompt qui est pas tellement détaillé non plus. En plus, là, c'est un peu lent pour faire un calcul rapide. Par contre, on peut utiliser aussi Stable Diffusion sur des versions en ligne qui vont beaucoup plus vite. Hein. Quotidien, tu travailles plutôt avec? Moi, je travaille plus avec Midjourney, qui a un côté un petit peu artistique dans les images, qui plaît beaucoup aux photographes. Voilà. Voilà, on arrive sur Midjourney. Différente. Ouais. Donc en fait, Midjourney travaille sur la messagerie Discord. Donc c'est un petit peu surprenant d'un premier abord. En fait, on communique avec des serveurs, voilà, au travers de cette messagerie. Donc c'est un petit peu déroutant d'un premier abord parce que c'est pas très logique comme utilisation.
Et on a ici, tout en bas, l'endroit où normalement on envoie un message qui va nous servir de centralisateur des commandes, si j'ose dire, puisqu'ici on va taper nos commandes, comme tu vois. On va taper commande imagine prompt pour créer notre image. Voilà. D'accord, donc ça c'est la requête qui te permet d'appeler. Voilà, si c'est ça. Tu n'as pas imagine prompt, tu ne calcules pas. Ouais. Là par contre, tu es sur une interface qui a l'air un petit peu designée, tu te l'es un petit peu appropriée, tu te l'es un petit peu simplifiée. Non, elle est comme ça, sauf que là, moi j'utilise un abonnement en mode privé. C'est-à-dire que un des inconvénients de Midjourney sur les abonnements de base, si j'ose dire, c'est que tu vois le travail de tout le monde en même temps. Ah oui, du coup, tout le monde peut aussi voir ton travail, voilà, récupérer tu peux images, faire piquer ton travail, etc. Bon, c'est quand même un comble, hein, se faire piquer une image créée par un ordinateur ou t'as juste créé. Et donc, du coup, tu personnalises, ok. Ah, c'est maintenant qu'on parle de droit d'auteur ou... Non, on va éviter là. On parle pas de droit d'auteur. Donc là, imagine prompt. Donc là, tu voudrais nous créer quoi? Alors, j'ai utilisé, là, tu vois, j'ai fait un petit test que j'ai un petit peu développé, donc double exposition sur une mariée. Donc, tu vois, j'ai ici réalisé donc un prompt que tu vois, je suis en train de surligner là. On va pouvoir le réexpérimenter une nouvelle fois. Et tu vois que dans le prompt, j'ai rajouté mon style. Donc en fait, le système va essayer de trouver sur le net des images qui m'appartiennent pour recréer ton style, pour créer mon style derrière. Voilà. Et ici, j'ai utilisé donc le nom d'un boîtier et d'un objectif, ce qui renforce en fait le côté photoréalistique, voilà, de l'image. Donc là, je vais rajouter ça sur mon prompt. D'accord. Voilà. Je vais faire un copier-coller, voilà. Et je l'enrichis là, à la fin, tu vois, je l'ai enrichi ici tout simplement par des informations de ratio, de format. D'accord. Donc là, j'ai demandé un format 2/3 pour faire du vertical. Et tu pourrais faire du 16:9, du format carré, etc. Mais ça veut surtout dire que dans la composition, il tient compte du cadre. Ouais, tout à fait. Pour garder des lignes de fuite, pour garder. Voilà, voilà. Donc là, j'ai envoyé ma commande. Donc c'est parti sur leur serveur. Donc le calcul se fait. Faut compter environ une petite minute pour avoir un projet arrivé. Et dans un premier temps, on va avoir 4 images qui vont nous être proposées. Donc là, on voit la progression lente avec le pourcentage sur la droite là de progression. Chaque fois, l'image se charge. Voilà, donc on voit l'image se charger tout doucement. Voilà, donc là, tu vois, dans mon prompt, j'ai demandé une double exposition, une surimpression en quelque sorte. Voilà, avec une ambiance de feuilles de forêt et de fleurs. Voilà, donc tu vois, j'obtiens ce genre de projet dans un premier temps. Voilà, on va attendre juste que ça s'affiche correctement. Donc là, ce que je vois apparaître dans un premier temps, ce sont des images qui sont en très basse résolution pour l'instant. Et dans Midjourney, je vais pouvoir maintenant générer l'agrandissement de ça avec la fonction upscale, ici, tu vois. Donc je vais pouvoir choisir d'agrandir l'image que je souhaite. Donc les images sont numérotées de 1 à 4. Tu vois, donc par exemple, la première là me plaît bien, je vais pouvoir lancer son agrandissement comme ça. Voilà. Et là, les serveurs à distance continuent à travailler. En même temps, si je veux faire une variante de cette image, je vais cliquer sur le petit bouton V1 en dessous qui va me générer 4 nouvelles variantes à partir de cette image. Voilà. Mais par contre, là, c'est des variantes où tu n'enrichis pas en texte ce que tu veux. Tu le laisses calculer. Si tu as vu, là, je vois apparaître une boîte de dialogue ici. Donc, je pourrais modifier, en fait, mon prompt. Ou l'enrichir, tout simplement. Ou l'enrichir pour repartir sur une variante avec ce nouveau prompt. D'accord. Voilà. Donc, un photographe pourrait rajouter un besoin de flou de premier plan ou une source de lumière, un éclairage derrière. Là, on va pouvoir changer, par exemple, mettre une focale plus courte. Voilà, on va lui mettre 24, par exemple. Voilà, hop. Et c'est reparti pour quelques instants. Donc voilà, ici on a vu donc arriver, le projet
de la première variante. Donc tu vois, on a 4 images qui se ressemblent mais qui sont quand même différentes. Et donc c'est potentiellement de ces images-là ensuite que tu vas partir pour faire de l'assemblage Photoshop derrière. Voilà, c'est ça. Donc comme l'IA fait encore beaucoup d'erreurs dans le calcul, dans les formes, je retravaille mes couleurs ou également les formes. J'utilise beaucoup la fluidité pour modifier un petit peu les volumes dans l'image directement sur Photoshop. D'accord. On peut faire un petit essai là-dessus? Ouais, bien sûr. Tu nous montres comment tu fais? Ouais. Donc là, l'image dans Photoshop, si on regarde un petit peu sa taille de l'image, on voit effectivement qu'ici on est... Tu mets ton pixel quand il est parallèle. Voilà, on a une dimension en 1024 par 1536. Une petite HD quoi. Ouais, un petit HD. Si on était resté en format carré, on aurait 1024 par 1024, pour te donner une idée. Donc tout ça, c'est un petit peu juste en termes de résolution. Si on monte dans les détails, bon, ça nécessite un petit peu de renforcement. Donc ce que je fais dans un premier temps... Je sens que tu as un secret là-dessus. Bon, moi j'utilise un petit logiciel, un petit plugin qui va bien. Qui est un outil de chez Topaz. D'accord. Voilà, Topaz Labs. Et que qui est donc utilisé à l'intérieur de Photoshop comme plugin et qui s'appelle Gigapixel. Et qui te permet d'agrandir ton image. Voilà, donc c'est parti. C'est parti, donc on y va. Automatisation, Gigapixel. Voilà. Et donc la logique est de dire j'agrandis et je retouche est meilleure que celle de dire je retouche et j'agrandis. Ouais, je trouve, ouais. C'est juste un sens. C'est surtout si j'ai besoin de travailler sur la fluidité et de transformer les volumes de l'image. T'as une meilleur étalement du pixel, en fait, si tu agrandis d'abord que si tu agrandis ensuite. Ok. Bon, mais là... Voilà, donc ici, je vais choisir un ratio. Enfin, pas un ratio, mais une augmentation de la taille. Donc là, tu vois, je choisis une augmentation par 4. Ok. Donc ici, le logiciel n'a pas encore calculé Il n'a pas chargé, l'aperçu. On peut le lancer directement, et puis ça va arriver dans le logiciel. Tu vois, ici, j'ai coché la reconstruction du visage, Face Recovery. Et donc, je vais lancer ici le calcul de l'image. Là, ça va pas être très long, tu vas voir. Tac. Parce que Photoshop a également quelques filtres qui travaillent à l'intelligence artificielle, comme les filtres neutres. Les filtres neurales, etc. Voilà. Donc tu vois, si on zoome un petit peu dans l'image ici, on commence à retrouver des détails qui sont intéressants, quoi. D'accord. Hein? Donc ensuite, tu fais quoi là-dessus? Sur une image comme ça, je vais un petit peu travailler la fluidité. Tu vois, par exemple, son oreille, bon, il y a des formes un petit peu bizarres là, au niveau des contours. Donc je vais lancer l'outil fluidité, par exemple. Voilà, donc là on arrive sur l'outil fluidité. Je vais utiliser donc les outils de transformation, voilà. Puis là je vais jouer un petit peu sur la forme de l'oreille. Voilà. Tac. Voilà, pour donner un petit côté naturel. On va mettre peut-être un petit peu de volume sur la coiffure. Voilà. Et comme tu le remarques déjà, au niveau de la forme, c'est quand même assez bluffant. Oui, c'est très propre. Voilà. Donc là, tu vois, on commence à avoir une qualité d'image qui est tout à fait acceptable. Après, on peut encore booster un petit peu la netteté si on veut aller plus loin. Il y a d'autres produits chez Topaz qui permettent de renforcer la netteté. Hein. Il y a Topaz Sharpener, il y a aussi Topaz Photo AI qui permet de faire tout ça. D'ailleurs, le dernier produit Topaz Photo AI est un produit super intéressant parce que c'est un outil qui est très généraliste, qui travaille aussi bien pour rebooster la taille de l'image que de renforcer la netteté et également travailler sur le bruit de l'image. Voilà, dans un seul produit. Donc, je dirais quelqu'un qui veut se lancer sur ce type de produit, c'est ce qu'il y a de plus intéressant actuellement. Donc, on va lancer l'interface, si tu veux, de Topaz Photo AI. Alors là, on arrive dans Topaz. Dans un premier temps, le logiciel fait une analyse de l'image et va essayer de détecter s'il voit des visages. D'accord, pour directement les reconstruire. Voilà. Donc en fait, là, tu vois, il a détecté un sujet et ensuite, il a jugé utile tout simplement d'enlever le bruit de cette image, puisque tu vois que le petit curseur bleu est activé sur la droite.
Et il n'a pas touché à la netteté particulièrement, ni la reconstruction du visage. Mais je peux le faire manuellement si je le veux. Hein. Je peux, par exemple, ici, travailler sur la reconstruction du visage. Et qui lui aussi travaille en intelligence artificielle. Qui travaille aussi en intelligence artificielle. Ce qui veut dire que finalement, on est sur deux types de logiciels. Ceux qui construisent les images et ceux qui leur donnent un aspect photoréalistique. Ouais, tout à fait. En fait, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on la trouve à plein de niveaux, quoi. On pense au départ, effectivement, logiciels, comme Midjourney, qui vont nous faire quelque chose d'incroyable, mais l'intelligence artificielle, elle arrive dans Photoshop. Hein, on l'a déjà dans le Neural Filter pour corriger les visages, pour déplacer les yeux éventuellement. Enfin, tout ça, c'est de l'intelligence artificielle.